Pendant des décennies, le F-15 Eagle a dominé les cieux avec une puissance inégalée. Plébiscité par de nombreuses nations à travers le monde, ce chasseur légendaire a prouvé à maintes reprises sa supériorité. Bien que d'autres avions puissent présenter des caractéristiques similaires, une chose distingue véritablement l'Eagle: sa capacité à s'adapter, à évoluer et à rester pertinent dans la guerre moderne. Aujourd'hui, les États-Unis ont dévoilé la dernière évolution, le F-15X. Plus redoutable que jamais, il inspire la crainte chez ses rivaux. Mais qu'est-ce qui rend ce nouveau chasseur si puissant? Et comment reste-t-il performant face aux avancées technologiques constantes? Rejoignez-nous pour découvrir la puissance prête au combat du F-15EX Eagle II, la toute dernière force aérienne de la United States Air Force. La United States Air Force s'apprête à accueillir une nouvelle addition de taille à sa flotte, le tout nouveau F-15EX Eagle II, issu de la deuxième série de production de Boeing. Ce chasseur avancé rejoindra la 142e escadre de la Garde nationale aérienne de l'Oregon, marquant une étape importante dans la modernisation de la défense aérienne américaine. Une publication récente de Boeing Defense, accompagnée d'une photo de l'appareil, a confirmé que l'avion était prêt à être livré. Cette mise à jour ne consiste pas seulement à remplacer de vieux avions, mais bien à introduire un tout nouveau niveau de capacité. La 142e escadre, basée à Portland, a longtemps été responsable de la protection de l'espace aérien américain, en particulier au-dessus du nord-ouest du Pacifique. Jusqu'à présent, elle utilisait le F-15C, un chasseur fiable depuis la fin des années 70, mais qui commence à montrer des signes de vieillissement. L'arrivée du F-15X apporte une amélioration massive en matière de vitesse, de technologie et de puissance de feu. Mais pour comprendre son évolution, il faut revenir à la guerre du Vietnam, une époque où la US Air Force et la Navy avaient des visions très différentes de leur prochain avion de chasse. Pendant la guerre du Vietnam, les experts militaires ont identifié un problème majeur concernant les avions de chasse. L'idée dominante à l'époque était que les missiles longue portée régneraient en maître dans les combats aériens, si bien que les avions étaient conçus pour être rapides et dotés de radars puissants, plutôt que d'être hautement manœuvrables. Beaucoup d'avions, comme le F-4 Phantom II, étaient construits sans canon, car on supposait que les missiles suffiraient à neutraliser toutes les menaces. Le F-4, utilisé par la US Air Force, la Navy et les Marines, était choisi pour les missions de supériorité aérienne grâce à sa puissance, sa vitesse et son rayon d'action, qui lui permettaient de contrer des avions ennemis soviétiques comme le MiG-21. Cependant, la réalité du combat était bien différente de la théorie. En raison des règles d'engagement et d'autres contraintes pratiques, les pilotes étaient souvent contraints de se battre à courte distance, là où la manœuvrabilité était cruciale. Le F-4 éprouvait des difficultés lors de ses combats rapprochés face au MiG-21, plus léger et plus agile. Pire encore, les missiles ne s'avéraient pas aussi fiables qu'espérés, surtout en combat rapproché. Cela força l'armée à repenser entièrement sa philosophie de conception. Le F-4 fut finalement amélioré avec un canon intégré M60 et un Vulcan pour renforcer son efficacité en combat rapproché. Mais la leçon était évidente. La vitesse seule ne suffisait pas. L'un des acteurs clés de ce changement de pensée fut John Boyd, pilote et stratège de la US Air Force. Il introduisit la théorie de l'énergie-manœuvrabilité, selon laquelle la puissance supplémentaire et l'agilité étaient bien plus importantes pour un chasseur que la simple vitesse. Ces idées gagnèrent le soutien d'un groupe de réformateurs militaires, surnommé plus tard la Fighter Mafia, qui militait pour un chasseur plus petit, hautement manœuvrable et produit en grand nombre. Leur vision, un avion avec un rapport poussée-poids proche de 1 à 1, une vitesse maximale d'environ Mach 2,3 et une masse relativement légère d'environ 40 000 livres. Suite à cette prise de conscience, la US Navy lança son propre programme de chasseurs.
Le secrétaire à la Défense, Robert McNamara, voulait que les deux branches utilisent des avions similaires afin de réduire les coûts, même si cela impliquait de sacrifier certaines performances. Cela mena à la création du programme TFX qui donna naissance au F-111, un avion destiné à servir à la fois dans l'Air Force et la Navy. Mais au milieu des années 60, la Navy réalisa que le F-111 ne convenait pas à ses besoins et lança le programme VFAX pour développer un chasseur naval dédié. Alors que ce débat sur le nouveau chasseur aérien faisait rage, McNamara poussa également la US Air Force à envisager un nouveau chasseur moins coûteux pour les missions de courte portée et l'appui aérien rapproché. L'objectif était de remplacer les avions vieillissants, comme le F-100 Super Sabre. À cette époque, la Navy favorisait l'A-4 Skyhawk et l'A-7 Corsair II, tandis que l'Air Force s'intéressait davantage au F-5, qui offrait à la fois des capacités d'attaque et de défense. Toutefois, l'Air Force savait que si elle optait pour un avion d'attaque pur, elle aurait quand même besoin d'un chasseur distinct pour garantir la supériorité aérienne. L'étude dura 18 mois, mais la conclusion était claire. Chaque branche avait des besoins différents. La Navy privilégiait l'endurance et la polyvalence de mission, tandis que l'Air Force se concentrait désormais sur l'agilité extrême. Cette divergence mena finalement à des projets d'avions distincts pour chaque branche, définissant ainsi l'avenir des chasseurs américains. Au début de l'année 1965, un rapport suggéra que l'Air Force devait acheter soit le F-5, soit l'A-7, tout en commençant à développer un nouveau chasseur haute performance destiné à dominer les airs. Le besoin d'un tel appareil devint encore plus évident après que deux puissants F-105 Thunder Chief furent abattus par de vieux MiG-17 au-dessus du nord du Vietnam en avril 1965. Cela montra que la vitesse seule ne suffisait pas. La manœuvrabilité était tout aussi cruciale dans un combat aérien. Ce même mois, Harold Brown, haut responsable du Pentagone, recommanda que l'Air Force envisage le F-5 tout en lançant des études pour un nouveau chasseur, qui sera plus tard connu sous le nom de programme FX. Les premières esquisses prévoyaient une production de 800 à 1000 avions, misant davantage sur l'agilité que sur la vitesse pure. À l'origine, l'Air Force envisageait d'exiger des performances allant jusqu'à Mach 3, mais le général Gabriel Dizosway, qui prit le commandement du Tactical Air Command en août 1965, suggéra d'abaisser cette exigence à Mach 2,5 pour rester dans des limites budgétaires raisonnables. En octobre 1965, l'Air Force finalisa ses spécifications pour un chasseur de supériorité aérienne. La demande officielle de proposition fut envoyée en décembre à 13 constructeurs aéronautiques. Entre-temps, en novembre, l'Air Force choisit l'A-7 plutôt que le F-5 pour les missions d'attaque au sol, ce qui rendit encore plus urgente la mise au point d'un chasseur exclusivement dédié au combat aérien. En 1967, l'Union soviétique dévoila le MiG-25, un puissant chasseur conçu pour les interceptions à très haute vitesse. Capable de dépasser Mach 2,8, il était construit en acier inoxydable plutôt qu'en aluminium pour résister à la chaleur extrême. Afin d'atteindre de hautes altitudes, il était également équipé d'une aile beaucoup plus grande. Lorsqu'il fut aperçu pour la première fois par l'armée américaine, ce fut la stupeur. Il ressemblait aux concepts les plus avancés de chasseurs américains, tout en semblant supérieur en vitesse, en altitude et en autonomie à tous les jets américains existants. Le MiG-23, également en développement, soulevait des inquiétudes similaires, car on pensait qu'il surpasserait le F-4 Phantom. Pour maintenir sa supériorité aérienne, l'US Air Force avait besoin d'un nouveau chasseur puissant. Tandis que certains dirigeants voulaient un appareil multi-rôle, d'autres insistaient sur la nécessité d'un chasseur dédié exclusivement à la supériorité aérienne, capable de rivaliser avec le MiG-25. À la même époque, la marine américaine abandonnait son projet VFAX et approuvait un nouveau chasseur agile, le F-14 Tomcat. On craignait que ce projet naval ne soit imposé à l'Air Force. Alors, en 1968, une décision fut prise. Le nouveau chasseur serait conçu uniquement pour la supériorité aérienne. Cette même année,
l'US Air Force lança officiellement un appel d'offres auprès des entreprises aérospatiales pour concevoir ce nouvel avion. Il devait être monoplace, peser environ 40 000 livres au décollage, avoir 2 moteurs pour une réponse rapide à l'accélération et atteindre une vitesse de Mach 2,5. Le design final devait aussi combiner un radar puissant pour la détection à longue portée et des caractéristiques de furtivité pour éviter les radars ennemis. En décembre 1968, l'Air Force étudia les propositions de 4 entreprises et en écarta une, General Dynamics. Elle conserva Fairchild Republic, North American Rockwell et McDonnell Douglas. En juin 1969, ces entreprises soumirent leurs concepts techniques. Le 23 décembre 1969, McDonnell Douglas remporta le contrat. Pour gagner du temps et éviter les risques d'annulation, le projet sauta une grande partie de la phase prototype et passa directement au développement complet. Le design final ressemblait au F-14 à double dérive, mais avec des ailes fixes, selon les résultats des tests en soufflerie menés par la NASA. L'Air Force réalisa alors que ces concepts étaient trop gros et complexes, et affina sa vision jusqu'à obtenir le F-15, un chasseur pensé uniquement pour la supériorité aérienne, conçu pour surpasser tout ce qui volerait dans le ciel. Les premières versions comprenaient le F-15 à monoplace et le TF-15 biplace, plus tard renommé F-15B. Propulsé par les moteurs Pratt et Whitney F-Cent, il possédait un rapport poussée-poids supérieur à 1:1, ce qui le rendait extrêmement agile. Un canon de 25 mm avait été envisagé mais abandonné en raison de problèmes techniques. Le F-15 conserva donc le fiable canon M61 Vulcan. Le F-15 emportait 4 missiles Sparrow de façon à minimiser la traînée, et son fuselage large générait une portance supplémentaire. Conçu initialement pour une durée de vie de 4000 heures, il bénéficia par la suite d'améliorations prolongeant son cycle de vie à 8000 heures, voire plus. Le premier F-15A effectua son vol inaugural le 27 juillet 1972, suivi du F-15B biplace en 1973. Son radar avancé de type Look Down, Shoot Down lui permettait de détecter des cibles volant à basse altitude tout en éliminant les interférences au sol. Il disposait aussi d'un cockpit moderne avec des commandes simplifiées, permettant à un seul pilote de le piloter efficacement. Contrairement à ses prédécesseurs comme le F-14 ou le F-4, le F-15 était doté d'une verrière unique offrant une excellente visibilité vers l'avant. Premier chasseur américain conçu exclusivement pour la supériorité aérienne depuis le F-86 Sabre, le F-15 devint rapidement un favori parmi les alliés des États-Unis, notamment Israël et le Japon. Certains critiques jugeaient qu'il était trop grand et trop coûteux pour les combats tournoyants, ce qui mena plus tard au développement de chasseurs plus petits et plus abordables, comme le F-16 et le F-A-18. Pourtant, le F-15 prouva qu'il était l'un des chasseurs de supériorité aérienne les plus redoutables de l'histoire. Mais le temps finit par rattraper le F-15. Avec l'évolution des technologies et l'apparition de nouvelles menaces, l'Eagle commença à montrer des signes de vieillissement. Ce qui fut autrefois une machine de guerre invincible se retrouva dépassé par des adversaires modernes et sophistiqués. Ses capacités autrefois inégalées étaient désormais mises à rude épreuve, prouvant que même les meilleurs avions doivent évoluer ou risquer l'obsolescence. En 2010, l'US Air Force fit face à un problème majeur. Sa flotte de chasseurs vieillissait et il n'y avait pas assez de nouveaux appareils pour les remplacer. Les réductions budgétaires qui suivirent la fin de la guerre froide en 1991, combinées à des années d'opérations axées sur la lutte contre le terrorisme après le 11 septembre, avaient retardé les programmes de modernisation. Mais en 2009, la production du Raptor fut soudainement arrêtée à seulement 187 exemplaires, bien en dessous des besoins. Pour compenser ce déficit, l'Air Force décida de prolonger la durée de vie de 179 F-15C et D jusqu'aux années 2030, alors qu'ils étaient censés être retirés bien plus tôt. Ces avions modernisés, surnommés Golden Eagle,
ou F-15 2040C, bénéficièrent de mises à jour technologiques majeures. Ils furent équipés d'un radar avancé, d'un système de détection infrarouge et d'un système de guerre électronique de pointe nommé EPAWSS, Eagle Passive, Active Warning and Survivability System. Certaines de ces fonctionnalités furent également ajoutées à la flotte de F-15E Strike Eagle pour les maintenir compétitifs face aux menaces modernes. Boeing et BAE Systems reçurent le contrat de développement de l'EPAWSS en 2015, marquant une étape clé pour la survie technologique du F-15. Cependant, au milieu des années 2010, il devint évident que moderniser les anciens F-15 ne suffirait pas. La flotte vieillissait rapidement, rendant la maintenance de plus en plus coûteuse et complexe. L'USAF comprit qu'à l'horizon 2030, il ne serait plus viable financièrement de maintenir ces appareils en état de vol. Dans le même temps, le programme du F-35, censé incarner la prochaine génération de chasseurs, accusait d'importants retards de production. Cela laissait un vide critique dans la capacité de l'armée de l'air à maintenir sa supériorité aérienne. Certains responsables ont envisagé de relancer la production du F-22 pour combler le vide. Toutefois, reconstruire la chaîne de production et s'approvisionner en pièces auprès des fournisseurs se serait avéré extrêmement coûteux, ce qui en faisait une solution peu réaliste. Au lieu de cela, l'US Air Force a dû trouver un nouveau plan pour remplacer les F-15 en retraite tout en gérant les retards du programme F-35. Ce défi a finalement conduit à l'apparition du F-15X, une version modernisée du F-15 conçue pour faire la transition entre les chasseurs plus anciens et les appareils de nouvelle génération. Doté d'une avionique améliorée, d'une capacité accrue en missiles et de systèmes de guerre électronique modernisés, le F-15X a été conçu comme une solution économique pendant que les technologies plus récentes étaient encore en développement. La situation révèle la difficulté d'équilibrer contraintes budgétaires, avancées technologiques et impératifs militaires. La lutte de l'Air Force pour maintenir une flotte de chasseurs opérationnels au XXIe siècle montre à quel point des décisions anciennes, comme l'arrêt du F-22, ont eu des conséquences durables. Tandis que les menaces globales évoluent et que la technologie du combat aérien progresse, l'USAF doit s'adapter sans cesse pour conserver sa domination des airs. Qu'il s'agisse de chasseurs modernisés ou de nouveaux appareils, la supériorité aérienne reste une priorité stratégique. Boeing travaillait déjà sur une modernisation du F-15E pour des clients étrangers, ce qui a donné naissance à une refonte majeure baptisée F-15 Advanced Eagle. La première version, le F-15SA, a effectué son vol inaugural le 20 février 2013. Plus tard, en 2017, le Qatar a commandé sa propre variante, le F-15QA. Parallèlement, l'USAF recherchait un moyen rentable de moderniser sa flotte de chasseurs. Les études ont montré qu'un mix de jets de 4e et de 5e génération serait plus abordable que de reposer uniquement sur des avions furtifs comme le F-35. Cela a mené à des discussions entre Boeing et l'USAF pour créer un F-15 amélioré, appelé F-15X, destiné à remplacer les anciens F-15CD par un appareil plus avancé. Initialement, Boeing proposait deux versions, le monoplace F-15CX et le biplace F-15EX. Comme seuls les modèles biplace étaient encore fabriqués, l'USAF a opté pour le F-15EX afin de réduire les coûts. En 2019, le budget 2020 incluait le financement de 8 appareils, permettant de lancer la production sans frais d'installation onéreux. Cela a également permis de maintenir active la ligne de production de Boeing à Saint-Louis, garantissant la concurrence dans l'industrie de défense américaine. Le F-15X introduit plusieurs améliorations clés: radar AESA de pointe, système IRCM, IRST, système moderne de guerre électronique, et intègre des avancées du F-15QA, notamment une cellule renforcée pour une durée de vie de 20 000 heures de vol, un cockpit modernisé et de nouveaux commandes de vol. Un élément marquant est le lance-missile Ember, permettant d'emporter jusqu'à 22 missiles RR, plus que tout autre modèle F-15.
Même s'il n'a pas la furtivité des jets de 5e génération comme le F-22 ou le F-35, le F-15EX conserve un rôle crucial. Défense du territoire, protection des bases aériennes, application de zones d'exclusion aérienne et support à distance pour appuyer les avions furtifs. En juillet 2020, le département de la Défense américain a commandé 8 F-15EX pour 1,2 milliard de dollars sur 3 ans. Le jet a effectué son premier vol le 2 février 2021. Quelques mois plus tard, le 7 avril 2021, l'USAF l'a officiellement baptisé Eagle 2. Le budget défense 2021 prévoyait 12 appareils supplémentaires, portant la commande totale à 20, avec un objectif de 144 à terme. Cependant, en mai 2022, l'USAF a réduit la commande à 80 avions. Un changement notable dans le modèle de production a été la décision de ne pas installer les réservoirs conformes sur les premiers F-15EX opérationnels. Ces réservoirs ajoutent du carburant, mais aussi du poids. Malgré cela, le F-15EX reste une forte valeur ajoutée pour la flotte aérienne. Le F-15X conserve la robustesse et la propulsion bimoteur de son prédécesseur, tout en intégrant des technologies de pointe. Sa force principale réside dans son architecture ouverte de systèmes de mission, permettant d'intégrer rapidement de nouvelles armes et logiciels sans refonte majeure. En comparaison, le F-15C est bloqué avec une technologie dépassée, limitant ses possibilités d'évolution. Dans la cabine, les pilotes bénéficient d'un véritable bond technologique. Écran numérique moderne, commande fly-by-wire et un ordinateur de bord ultra rapide. Ces améliorations améliorent la réactivité en combat et la capacité à détecter et neutraliser les menaces. Le potentiel de frappe du F-15X est un atout majeur. Doté du radar ANAP-G82, il offre une portée de détection supérieure et un meilleur suivi par rapport au F-15C. Il est aussi équipé du système électronique EPA-OSS, capable de brouiller les radars ennemis, détecter les missiles entrants et esquiver les attaques, rendant la cible beaucoup plus difficile à atteindre. L'un des éléments les plus impressionnants est sa capacité d'emport. Plus de 29 000 livres de missiles et bombes répartis sur 12 points d'emport externes, plus 2 stations conformes, ce qui en fait l'avion de chasse le mieux armé de l'USAF. Contrairement au F-15C, limité au combat RR, le F-15EX peut aussi effectuer des frappes air-sol, ce qui lui confère une plus grande polyvalence. Il est même capable de lancer des missiles hypersoniques à l'avenir, ce qui pourrait transformer la guerre moderne. La durabilité est un autre avantage majeur. Alors que le F-15C approche de la fin de sa durée de service, le F-15EX est conçu pour durer, structure prévue pour 20 000 heures de vol. Cela garantit qu'il restera un pilier du parc aérien des États-Unis pendant des décennies. À l'horizon, le budget fiscal 2024 inclut des fonds pour 24 F-15EX supplémentaires, portant la flotte planifiée à 104 avions. Bien qu'il ne remplace pas les chasseurs furtifs, le F-15EX constitue un avion de travail d'une grande capacité, assurant à l'USAF le maintien de la suprématie aérienne pour les années à venir. Avec l'arrivée de ce troisième F-15X, la 142e escadre se prépare à un avenir où elle ne défendra pas seulement l'espace aérien, elle le dominera. D'autres livraisons sont attendues en 2025, assurant que l'USAF reste à la pointe de la supériorité aérienne. Merci d'avoir regardé. Tant que vous êtes encore là, cliquez sur le lien à l'écran pour découvrir une autre de nos vidéos. À très bientôt.